Bien. D'abord, première nouvelle, et nous en sommes très contents, le Conseil d'État a décidé que la NUPES était une nuance. Bravo. Eh bien, vous avez gagné. Elle applaudit. J'espère que vous comprenez ce que ça veut dire, une nuance. Hein. Voilà, pour ceux qui n'auraient pas bien compris, c'est une facilité. Étant une nuance, tous les électeurs qui ont voté ou qui voteront dimanche prochain pour les candidats de cette NUPES, ou NUP, ça dépend comment on va l'appeler, seront donc comptabilisés en tant que tels. C'est-à-dire qu'il y a de très bonnes chances que cette nouvelle gauche, la NUPES, représente la plus grande force politique en France actuellement. Vous arrêtez d'applaudir. Que les Françaises puissent vivre avant simplement de vivre mieux. Parce que pour l'instant, pour beaucoup de gens, et je suis ici à Vittel et j'ai pu m'en rendre compte, à Neufchâteau et à Vittel et dans toute la région, et je connais bien Mur et d'autres coins, la déshérence, ça fait qu'on ne vit pas dans cette région, on y survit. Et ça, c'est fini. Ça doit être fini. Parce que si vous survivez ici, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui profite de vous. C'est comme ça que ça fonctionne, alors, dans la féodalité. Et bien ça, il faudra l'arrêter vite. Et sans pour autant aller pendre le dernier capitaliste avec les tripes du dernier banquier. Parce que ça, c'était autrefois, maintenant on n'en parle plus. Il va être temps de rééquilibrer les choses, et on vous l'a expliqué, que ce soit le SMIC à 1 500 € net, que ce soit aucun revenu à moins de 1 063 € pour un revenu minimum à partir de 18 ans, que ce soit passé sur des stupidités comme remettre l'APL pour les étudiants, 5 €, c'était rien du temps de Macron, mais pour beaucoup d'étudiants, ça a fait mal. Et moi qui ai des copains au Restaurant du Cœur, je peux vous dire que depuis Macron, les étudiants, ça représente aujourd'hui 20% des gens qui vont au Restaurant du Cœur. Alors que c'est considéré comme l'élite de la nation, soi-disant. Il va falloir corriger ce qu'a fait M. Macron. Et il y a une chose qu'on ne pourra peut-être pas corriger tout de suite, c'est la démocratie. Puisque la 6e République, même avec Jean-Luc comme Premier ministre, on ne va pas pouvoir la mettre aussi facilement que cela. Mais on pourra faire beaucoup de choses au niveau de la démocratie. Et la première chose qu'on va faire, quand on aura fait les premières urgences qui sont rendre, comme tu l'as dit, c'est un mauvais terme, mais rendre du pouvoir d'achat aux Françaises et aux Français, et qu'on aura mis en place un plan santé digne de ce nom, parce que le plan santé, on sait très bien que pour former un personnel soignant, il faut plusieurs années, et c'est pas en décidant aujourd'hui que ça va changer aujourd'hui. Mais par contre, les fermetures de lits, ça, on peut les arrêter tout de suite. Et on peut, Jean-Luc l'a dit à Strasbourg quand il est venu discuter avec les personnels soignants à Strasbourg, c'est d'abord vous qui êtes important, et c'est pour ça que nous avons inventé, Jean-Luc a inventé quelque chose qu'il faudra jamais oublier, c'est ce qu'on appelle le référendum révocatoire. Si nous ne remplissons pas les obligations que nous nous sommes données vis-à-vis de vous, vous nous foutez à la porte. C'est aussi simple que ça. Et on ne va pas attendre 5 ans avant d'y arriver. Donc, il va falloir corriger. Et pour la santé, par exemple, il va falloir corriger beaucoup de choses parce que, je ne sais pas, la gestion du Covid du gouvernement a été ce qu'elle a été. On peut discuter de l'affolement général, de l'impréparation qu'il y avait. Mais il y a quelque chose que Macron a mis en place et qu'on n'a pas le droit de continuer, c'est de considérer que la santé faisait partie d'une confidentielle défense. D'avoir créé un conseil de défense sanitaire qui a permis de rentrer dans le chou à tous les systèmes démocratiques qu'on avait, d'imposer des choses qu'on n'a pas encore levées aujourd'hui. Eh bien, c'est pas possible. Il va falloir rouvrir tout ça. Et c'est pas en interdisant ou en autorisant.
Et puis, le pauvre Macron avait aussi une deuxième gestion sur le dos, une gestion qui nous a montré beaucoup plus que simplement ce qu'elle a montré, c'est la crise de l'Ukraine. Et cette crise ukrainienne, et là, pour moi, c'est du gâteau, cette histoire, cette crise ukrainienne qui a fait qu'on se rend compte aujourd'hui que dans ce système néolibéral qui fait que nous avons fait l'OMS, l'OMC, l'Organisation du commerce, et que nous commerçons tous les uns avec les autres parce qu'on se dit on ne va pas faire la guerre avec son client ou avec son fournisseur, ça marche tant que tout le monde est équilibré. Mais quand il y en a un qui ne joue pas le jeu, il a raison de ne pas jouer ce jeu, de sa logique. Et aujourd'hui, on commence à se goberger en disant on va prendre plein de sanctions contre ce dictateur qu'est Poutine, mais on ne va pas en prendre de trop parce que ça peut nous revenir à la figure. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ça parce que nous avons besoin d'énergie, que nous n'avons pas d'énergie sur notre sol et qu'on la prend ailleurs, cette énergie, et qu'on la paye. Et donc la première chose qu'on peut avoir, si nous voulons avoir une parole qui soit importante, si nous voulons pouvoir dire quelque chose au nom de la France, au nom de l'Europe, il faut qu'on ne soit autonome, peut-être même indépendant de ces autres pays qui ne jouent pas les mêmes jeux que nous. Parce que franchement, si j'étais Poutine et qu'on voit l'Europe qui vient me dire « Oh, vilain Vladimir, on ne prendra plus ton pétrole, mais dans 6 mois. Pendant 6 mois, enrichis-toi gentiment, tranquillement. Dans 6 mois, on verra. Tu parles. » Bon, donc, ça me met un petit peu... Je ne veux pas être trop long, je ne parle pas de la chose, c'est l'autonomie énergétique. Autant que faire se peut, bien sûr. Mais quand dans un pays comme le nôtre, on nous reste presque plus de pétrole, qu'on tire du sous-sol. Le charbon, il n'y en a plus non plus. Puis de mauvaise qualité, puis il n'y en a plus non plus. Le gaz, alors ça, c'est vraiment terminé depuis très longtemps. Et puis même l'uranium, il ne vient pas de chez nous. Alors. Donc aujourd'hui, 83% de notre énergie provient d'ailleurs. Et la seule énergie qui provient de chez nous, c'est celle qui est gratuite, c'est les renouvelables. C'est le soleil, c'est l'eau, c'est le vent. Et donc, il y a une logique. Il faut essayer, par tous les moyens, de passer aux énergies renouvelables, qui sont les seules énergies qui sont aujourd'hui gratuites, qui sont illimitées du moins à notre échelle, et qui nous permettent une réelle autonomie, une réelle indépendance énergétique, d'arrêter de piller les pays du tiers-monde, parce que j'aimerais pas vous emmener en tourisme dans les mines d'uranium du Niger, ça fait peur quand on les voit. Eh bien, si on veut s'en passer, il faut prendre les devants, et on peut y arriver. Évidemment, pas demain. Faites pas croire qu'on peut y arriver demain. Et les andouilles qui nous disent « Oui, les gens de gauche, la NUPES, aujourd'hui, veulent arrêter toutes les centrales nucléaires, on n'aura plus d'électricité. » Mais c'est faux. C'est n'importe quoi. Je suis assez physicien pour vous dire qu'on n'arrêtera pas demain. Notre but, c'est d'arriver en 2050 à 100% d'énergie renouvelable. Par la sobriété, 20%. Par l'efficacité, 20%, et par les renouvelables qui montent pendant que le nucléaire descend. C'est pas plus compliqué que ça. Oh, bien sûr, peut-être qu'on n'arrivera pas en 2050. Peut-être que ça sera qu'en 2048, ou peut-être en 2053. Je ne sais pas du tout. Il y a peu de chances que je le vois. Mais ce que je sais, c'est que si on ne commence pas aujourd'hui, on sait très bien où on sera en 2050. Et alors, alors ça c'est la deuxième chose. Moi, je ne vais pas parler trop. Enfin, le nucléaire, je peux en parler pendant des heures, mais c'est pas le nucléaire est en perte de vitesse de toute façon. Aujourd'hui, il y a 28 centrales arrêtées sur nos 56 qui marchent, qui sont encore en état de fonctionner, soi-disant, pour des problèmes de maintenance, pour des problèmes de corrosion, les fameuses corrosions sous contrainte, et puis maintenant pour l'eau. Parce qu'on arrive au mois de... ça fait déjà un mois. Il y a déjà un mois de cela, il y avait 17 départements français qui étaient en situation d'urgence eau.
Au mois de mai, on n'avait jamais vu ça encore. Eh bien, le nucléaire, il a besoin d'eau parce qu'il faut bien refroidir. Mais il s'arrange très bien. Ça, je regarde. Pour l'eau, puis après on ne parlera plus de nucléaire. À moins que vous voyez que j'en parle, je peux en parler beaucoup. Le nucléaire, à cet avantage-là, c'est qu'il n'obéit pas à la loi commune. Une centrale nucléaire, c'est son boulot, elle n'y peut rien, elle va réchauffer l'environnement pour faire de l'électricité. Une centrale nucléaire, c'est un gros grille-pain, et un tiers de son énergie, ça sert à faire du courant, les deux autres tiers, ils partent quelque part, donc il faut bien refroidir. Eh bien, donc, on n'a pas le droit de réchauffer plus les rivières, surtout quand la centrale rejette de l'eau à la rivière. Donc, si la rivière est trop chaude, eh ben, on n'a pas le droit, il faut arrêter, sauf si le préfet prend une dérogation. Alors ça, après, il fait ce qu'il veut, le préfet. Voilà. Donc, il faut en sortir, mais il faut en sortir avec les habitants, et pas contre les habitants. Parce que chaque énergie peut avoir, ça dépend des gens, peut avoir ses nuisances. Une éolienne, c'est pas beau. Moi, pour certains, c'est pas beau. Pour d'autres, c'est beau. C'est imposé aux gens. Aujourd'hui, pour beaucoup, je sais que dans la région Grand Est, je m'y frotte souvent, il y a beaucoup de gens qui en ont marre des éoliennes. Et on peut le comprendre. Pourquoi ? Parce que l'énergie étant devenue un bien marchand, eh ben, les producteurs d'électricité, qu'ils soient privés, publics, je m'en fous complètement, même si c'est EDF, ils vont pas vous coller une éolienne parce que vous avez bonne électricité, ils vous la collez parce que ça va rapporter du fric. Donc, il faut expliquer, il faut dire et il faut accepter que les gens n'aiment pas ou refusent, sans pour autant tomber dans le ridicule. Le ridicule, pourquoi ? Vous savez que va être inauguré dans quelques mois la première ferme offshore française, près de Saint-Nazaire, au large, à 12 km des côtes. C'est un projet qui date de 2007, qui a commencé à être construit en 2019, et en 2022, les premières éoliennes sont plantées et elles vont commencer à produire du courant. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2007 et 2019 ? Des procès que certains on peut comprendre, puisque c'est quand même une éolienne, même offshore, elle n'est pas sans aucun effet sur l'environnement qu'elle a. C'est vrai, ça se mesure. Il y a donc d'autres exemples au Danemark et dans l'Allemagne du Nord. Il y a beaucoup d'éoliennes. Donc, on a déjà fait des études sur les perturbations, les avantages ou les inconvénients que ça a pu apporter. Mais de là à faire un procès en disant que ces éoliennes à 12 km des côtes vont gêner les chauves-souris, il y a une marge. Le problème, c'est que pour répondre à ça, il faut démontrer qu'il n'y a pas de chauves-souris à 12 km des côtes. Et ça prend des années. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on peut traîner. Donc il y aura aussi quelques décrets pris par Jean-Luc quand il sera au pouvoir, qui sera l'accélération, dans la mesure où les populations seront d'accord, mais l'accélération pour aller vers les énergies renouvelables un peu plus vite. Parce que c'est l'avenir, on ne pourra pas s'en passer, mais ce qui ne veut pas dire qu'il faut en foutre n'importe quoi. Et puis surtout, il faut éviter et revenir en arrière, je parle toujours d'énergie, m'excusez, par rapport à ce qu'on a fait depuis des années, depuis la guerre, même après. Arrêtons avec les gigantesques structures productrices d'énergie. À quoi ça sert d'avoir 18 sites nucléaires en France ? Ça sert à renforcer le pouvoir de Paris. Parce que qui contrôle l'énergie contrôle tout le développement d'un pays. Et avec 18 centres, l'État contrôle toute l'énergie du pays. Enfin, l'électricité tout au moins. Facile. Et donc, nous sommes, de ce point de vue, parfaitement opposés aux gigantesques méthaniseurs qui, pour pouvoir avoir de quoi digérer, vont importer des ordures de tous les départements voisins. Mais c'est quoi cette histoire ? Autrement dit, on va valoriser les ordures par les digesteurs, quoi. Il va y avoir un commerce. Hein ? Au-delà des ordures, c'est les céréales. Oui. Ah oui, et ça c'est...
Et ça, c'est le projet. C'est le projet. C'est le projet de Rotner, le président de la région Grand Est, réélu l'année dernière, qui veut faire de la région Grand Est la première région française pour les bioénergies. C'est-à-dire la forêt des Ardennes, vous pouvez l'oublier, elle ne va pas durer très longtemps, les forêts qu'on a ici, et puis les serrés, et puis les plantations. On a déjà vu il y a 20 ans, je suis assez vieux pour m'en souvenir, le scandale, les espoirs des biocarburants, dont on s'est rendu compte très vite que pour planter du maïs à biocarburant, on déforestait l'Amazone. Et on est revenu en arrière. Le Rotner, il ne devait pas être né, ou je ne sais pas, ou il ne savait peut-être pas lire à l'époque, je ne sais pas. Enfin bon, vous pouvez vous apprendre que le bois ne se régénère pas aussi vite. Donc, pour dire les structures gigantesques, non. L'énergie doit servir. Et aujourd'hui, je vous rappelle que, rien que du point de vue électrique, nous exportons l'équivalent de 6 à 7 centrales nucléaires. Ce qui rentre ce qui veut dire qu'on peut même se poser la question, le nucléaire, ça sert à quoi? Ça sert surtout en France, pas tellement à faire du courant, mais à renforcer la balance commerciale. Donc oui, l'énergie, ça doit devenir un bien, ça doit devenir un bien qui appartient à tout le monde, qui est au service de tout le monde, ça va passer par la renationalisation, et ça va induire également beaucoup de choses. Ça va induire le problème des transports. Dès le moment où on veut économiser l'énergie, être plus efficace, on va insister sur les transports collectifs. Pour autant qu'on peut. Donc on rentre en politique et on ne va pas pouvoir dire comme ça aux Français, bon, votre voiture, vous arrêtez tout de suite, ou bien on va mettre des taxes terribles sur la bagnole, refaire les régions, ça va peut-être prendre du temps, mais on va les refaire sur une chose qu'on avait trop oubliée, on va les refaire sur les territoires, et en particulier en regardant les bassins versants. Puisque toute l'évolution de la société française s'est faite par rapport à l'eau et s'est fait sur les bassins versants. Eh bien, il faut revenir à ce genre. C'est pas par l'industrie qu'on s'en sortira, c'est pas du pétainisme non plus, c'est en regardant ce que c'est vraiment une région. Parce qu'une région, par le bassin versant, c'est toute sa culture, c'est son agriculture, c'est toute sa vie culturelle depuis des centaines d'années qui est en cause. Et bien donc ça, il faut en tenir compte, plus du tout. Donc ça, c'est l'eau. On a un rapport à l'eau qui est tout à fait différent des... l'eau, c'est pas qu'un truc au robinet. Il y a une culture de l'eau. Nous, on le voit avec les assecs, on le voit avec les nappes qui baissent, on le voit avec les arbres qui crèvent, on le voit bien que l'eau est indispensable à la vie. Et puis, s'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus d'industrie. Et comme elle est gratuite, eh ben, M. Nestlé peut venir piquer sa nappe phréatique gentiment, ce qui fait que l'eau ne sert plus qu'à M. Nestlé, M. et Mme Nestlé, et ne vous sert plus à vous. Mais comme Nestlé est important, puisqu'il donne du travail à de moins en moins de personnes, eh ben, je crois que vous allez apporter de l'eau des départements voisins ou de quelques kilomètres, non? On ne vous promet pas un aqueduc ou un pipeline pour avoir la flotte qui vient d'ailleurs. C'est fini. Oui, c'est ça. C'est fini. Ouais. C'est fini pour l'instant. Il y en a un qu'on a fait abandonner, mais il y en aura peut-être d'autres dans cette vallée-là. Vous savez, si Nestlé va dire au pouvoir public, bon, ben moi, les 200 emplois qui restent, je les vire, ou sinon vous me faites un pipeline, est-ce que les pouvoirs publics vont résister longtemps? Dès le moment où on parle d'énergie, eh bien, l'énergie, ça renforce quelque chose qui est évidemment, si on veut l'énergie chez nous, ça fait des emplois, ça fait des formations, ça fait beaucoup de choses. Et là, vous savez tous que le photovoltaïque, c'est une chose qui est en pointe. C'est une énergie qui est gratuite, très peu polluante, qui n'a quasiment que des avantages aujourd'hui, dont on sait que si on occupe des délaissés industriels, des toits, des parkings avec des ombrières, sans toucher à des zones agricoles, on a largement de quoi faire beaucoup plus en France que tout le nucléaire réuni. Si on veut s'y mettre. Mais pour ça, il faut des panneaux. Et le problème se pose dans tous les pays d'Europe. Alors, pour ne pas aller chercher les panneaux en Chine, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, nous proposerons un Airbus du photovoltaïque, avec les compétences françaises, la technologie
française, allemande, belge, on a tout ce qu'il faut. On a les matières premières, on a la technologie, on a les formations. Et quel est l'endroit rêvé où on a déjà fait des fonderies, où on sait ce que c'est qu'une fonderie, parce que le silicium, il faut le faire fondre, et bien c'est ici. Et donc nous proposerons un Airbus du photovoltaïque en Lorraine quelque part. Parce que c'est ça, c'est comme ça qu'on va sortir. Parce que le marché est gigantesque. Toute l'Europe en aura besoin. On proposera de demander aux Français, sur le biais du volontariat, un simple volontariat, de prêter leur toit à la nation. Si votre toit est jugé compatible avec un panneau solaire, eh bien, si vous êtes volontaire, on vous installera un panneau solaire sur le toit. Il ne vous coûtera rien. Il ne vous rapportera rien. Mais vous prêtez votre toit à la nation. Et je suis sûr que rien que sur les volontaires, on aura largement de quoi faire. Et ce seront des panneaux européens, produits en Europe, avec des travailleurs européens, qu'on ne vienne pas me chanter des louanges avec les métaux rares ou les terres rares, c'est pas vrai, c'est utile, mais c'est pas du tout indispensable aux panneaux solaires, et donc c'est comme ça qu'on va s'en sortir, parce que l'imagination qu'on peut avoir aujourd'hui pour ces énergies renouvelables est largement aussi grande que l'imagination qu'on a eue il y a 40 ans pour le nucléaire ou pour la consommation d'énergie. Et c'est pas plus compliqué que ça. Faire confiance à l'intelligence. Et à l'intelligence, pas de quelques crânes d'œufs qui sortent des quelques grandes écoles que je ne citerai pas, mais simplement l'intelligence collective.